85 hameaux. Quand je lui parlais de ville fusionnée, en fait, elle l'ignorait complètement. Et c'est incroyable de se dire qu'effectivement, on est une ville qui attire beaucoup. Je rappelle la plus forte croissance démographique de l'Atlantique, plus 4%, 5 à 600 habitants par an. Mais en fait, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et puis qui ne connaissent pas un petit peu, j'ai envie de dire, l'étendue du territoire, qui ne se disent pas, en fait, il y a des hameaux, avec des services compliqués, je dirais, à couvrir sur tout le territoire. Ils arrivent, peut-être avec une image un petit peu, je dirais, idéale et carte postale de Pornic, mais sans savoir, quel est le coût des services, sans se dire, mesurer les investissements en assainissement, des choses qui ne parlent pas trop. Donc c'est revenu beaucoup pendant la campagne. Ceux qui sont à Pornic depuis longtemps nous disent, effectivement, il y en a beaucoup pour le tourisme. On investit beaucoup sur le paraître, on fait beaucoup de mousse sur certains investissements. Là, par exemple, on est dans un investissement de 2 600 000 euros. Beaucoup l'ignoraient. Il y a plein de Pornicais qui ne savent pas où est la salle Joséphine Baker, qu'elle existe. Là, au sol, elle fait plus de 600 mètres carrés. Elle a un taux de remplissage qui est dérisoire. Il y a eu 5 mariages l'an dernier dedans. Il y a des tarifs assez exorbitants. On s'est battu pour les baisser, pour les associations, en se disant maintenant que l'équipement est là, il faut essayer effectivement d'en faire la promotion, de dégager des recettes le week-end, mais au moins de l'ouvrir aux associations un petit peu plus et puis aux contributeurs. Voilà. Donc cette dame-là, effectivement, elle me disait, je ne connaissais pas l'étendue du territoire, mais en même temps, elle m'a dit, elle a reconnu, elle m'a dit effectivement, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en dehors de la saison touristique, à Pornic, quand on est l'hiver ou entre les saisons, quand il pleut et qu'on n'est pas dans une association, en dehors des bars et des restaurants, quand on ne peut plus aller à la plage parce qu'il fait pas beau, il n'y a pas grand-chose finalement à faire. Elle me disait, il y a le théâtre à côté de chez moi, le théâtre Saint-Gilles, c'est un bel équipement, nous on l'a soutenu, mais il n'y a pas de programmation en fait. Donc il y a des investissements qui ont été faits, mais on ne les fait pas fonctionner. Donc elle me disait effectivement, développer les usages à l'année. Et c'est là que j'ai commencé à lui dire, effectivement, à lui parler de notre programme, et à se dire, mais nous depuis 2020, c'est ce qu'on questionne à chaque fois, c'est de se dire, avant d'avancer sur un investissement, je prends un exemple que tout le monde va peut-être un petit peu commencer à, j'ai envie de dire, à vous ennuyer, le mall. Mais je prends un exemple, un investissement comme ça, 2 200 000 euros. Avant de vouloir justement rendre la carte postale ou un peu cette image d'Épinal qu'on a des années 60, 70, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui compte en termes de priorité? On n'a pas pensé submersion, on n'a pas pensé vitalité des commerces. On est parti bien en tête avec des cabinets d'études qui sont très loin en se disant, de toute façon, les commerces sur le port n'ont pas besoin, ils se remplissent tellement les poches la saison, c'est ce qui ressort souvent, qu'ils n'ont pas besoin en fait l'hiver de fonctionner autant. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est si on fait des projets comme ça, si on ne questionne pas justement les labels dans lesquels la ville est en train d'aller, parce que c'est la course au patrimoine, toujours plus, donc petite ville de demain, site patrimonial remarquable. On nous a annoncé là, finalement, que la maire sortante voulait sortir de Petite Ville de demain pour viser le label d'art et d'histoire. Mais en fait, on court sur des labels et on veut figer les choses, on se met sous tutelle des bâtiments de France, on embellit la ville, je pense à l'investissement sur la place de la Terrasse. C'est très joli, c'est vrai, on a des descentes, des gouttières en cuivre, c'est très joli. Mais l'intérieur n'a pas été pensé. Donc en fait, on a mis 2 180 000 euros là, sans avoir de projet dedans. Le projet, nous, on l'avait en 2020. On l'a proposé pendant toute la mandature, effectivement. De se dire à cet endroit-là, en connectant le relais Saint-Gilles, et en sortant les services, parce que c'est du tertiaire, c'est de l'administratif des relais Saint-Gilles, on a quand même un bâtiment exceptionnel pour pouvoir faire une locomotive dans la ville haute, un centre d'art et d'histoire, effectivement, avec des espaces d'expression, espaces d'exposition, un café, et puis se dire, pareil pour la jeunesse, effectivement, une microfolie, c'est quoi? C'est un dispositif de musée qui va aller à peu près 40 mètres carrés jusqu'à 100 mètres carrés. C'est pas très coûteux et ça donne accès à tout le monde, toute génération, aux 12 collections en numérique, aux 12 collections des musées nationaux. Donc voilà, c'est des investissements comme ça. On en a proposé pendant la mandature. Alors on a été d'accord sur certains projets qu'on soutenait aussi. La cuisine centrale, le théâtre Saint-Gilles, le parking rue du Chabut. C'est très bien. Il est en permanence, il est plein, il rend service. Je dirais, aux usagers, aux riverains, des investissements sur lesquels il n'y a pas de sujet, mais par contre, on est venu questionner effectivement des investissements qui nous paraissaient complètement déconnectés. Je pense à l'ancienne caserne des Champs-Francs, ancienne caserne de pompiers, vous visualisez peut-être tout ça, dans la zone Pornic-Ouest. Eh bien, pour 3 500 000 euros, on vient faire du hangar de stockage pour déplacer, que vous connaissez vous, les Clionnais,
déplacer le service festivité qui est derrière Bois et Dérivés de Ré pour les déplacer là-bas. Mais nous, on a dit c'est une folie. En fait, on est sur un foncier de 8800 m², situé en plein cœur de ville. C'est précieux. Il y a des besoins, des demandes en termes de locaux commerciaux. On n'arrive pas à les couvrir, notamment je pense à des artisans. Il y a des besoins en termes de logement pour les travailleurs, logement saisonnier. Et à cet endroit-là, en plein cœur de ville, plutôt que de se dire on déplace les services techniques, je connais aucune ville qui vient figer 8800 m² plus la parcelle de 7000 m² à côté, donc 1,5 hectare. Je connais aucune ville sur un foncier aussi précieux. Une ville qui a besoin de logement, une ville qui a besoin aussi de commerce pour l'artisanat à cet endroit-là. Je connais aucune ville qui vient s'enfermer sur un foncier à cet endroit-là. Donc ça, on a proposé, mais bon, rien n'y est. Voilà. Il n'y avait rien à faire. Ça a été comme ça. Vous m'en voulez pas, je prends un petit peu d'eau parce que je parle beaucoup et j'ai eu une semaine épuisante et la salive se fait rare. Ce que je peux vous proposer, parce que je pourrais dérouler sur beaucoup d'investissements. Nous, les investissements entre 2020 et 2026, on les a quantifiés, donc je ne vais pas vous refaire l'énumération, mais pour nous, c'est 20 millions d'euros qui ont été mal investis. Donc mal investis, c'est-à-dire ce sont des investissements, mais ils ont été mal pensés, mal réalisés, pas avec les bonnes priorités. Je pensais au mall, là, je pensais à la caserne des Champs-Francs. Voilà, c'est la rénovation énergétique de la médiathèque, par exemple, 550 000 euros. On sait qu'elle est sous-dimensionnée. Elle fait 440 m². Une ville comme Pornic, pour que ça soit soutenu justement par le ministère de la Culture, c'est 1000 m². Vous savez qu'on a passé 20 000 habitants en temps réel. Là, on a passé les 20 000 habitants. Si on inclut en plus la population des résidences secondaires, parce qu'il faut savoir que la ville, sur ses financements, est dotée par l'État, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, c'est la DGF. Et ça, c'est indexé sur la population principale, INSEE, plus un habitant par résidence secondaire. Et là, on arrive à 25 000. Vous voyez? Donc, on a de grandes infrastructures finalement, mais elles sont assez déséquilibrées, assez semées partout. Et on n'a pas pensé à venir polariser les choses dans des sites adaptés, attractifs. La médiathèque, c'est pas le cas. La maison des jeunes, personne ne sait qu'elle existe, sous le porche. Voilà. Là, par contre, on a un foncier exceptionnel, si vous voulez. On a un foncier en plein centre-ville. On pourrait avoir des programmations de logement, justement, un petit peu plus ambitieuses. Voilà. Peut-être avec des bailleurs sur du logement abordable à ces endroits-là. Et puis, c'est dire ces équipements-là. L'école de musique est un peu vieillissante, la médiathèque aussi. Venons polariser, comme on l'a dit nous, au niveau d'un pôle culturel. On a repéré 2 unités foncières. Attention, il faut rester en centre-ville aussi. C'est important, mais il faut regrouper, il faut optimiser le parc foncier communal. C'est plus de 50 000 m² le parc foncier communal. Vous avez des bâtiments à bout de souffle, comme le rue de la Dette, service de l'urbanisme. C'est des bâtiments des années 60, un peu comme la médiathèque finalement. Et se dire, mais on a besoin de logements, on a des services dans des bâtiments qui sont des passoires énergétiques. C'est compliqué pour les gens en plus de stationner, d'accéder sur ces infrastructures-là. Pourquoi on ne les regroupe pas? On dégage du foncier, on peut dégager des recettes et surtout créer des logements. Voilà, c'est tout ce travail d'optimisation-là, nous, qui va primer. Le logement, je peux vous en parler, effectivement. Ou je vous parlerai des 100 premiers jours après. Peut-être que je vais passer la parole à Gwenaëlle un petit peu, qui va vous expliquer quelle a été un peu l'approche financière. Et puis ensuite, je vous parlerai des mesures concrètes sur les 100 premiers jours. Antoine, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Gwenaëlle Bousquet, j'ai 57 ans. Et puis j'ai un petit bar de plage à la Noël Gaillard avec un associé où on fait de la petite restauration depuis 3 ans. On va faire la 4e année là, en début de saison, donc bientôt. Et j'ai rejoint la liste de Pornic d'Avenir parce que auparavant, dans une vie professionnelle antérieure, pendant une trentaine d'années, j'ai géré des grandes entreprises. J'avais des fonctions soit de direction des ressources humaines, soit de directeur général de grosses sociétés sur lesquelles j'étais missionné pour redresser des sociétés en difficulté, pour gérer des fusions dans des entreprises qui pouvaient avoir plusieurs dizaines de milliers de salariés, faire plusieurs milliards de chiffre d'affaires pour certaines, mais ça allait aussi avec des entreprises parfois un petit peu plus petites de quelques centaines ou quelques milliers de salariés. Donc j'ai une assez grande expérience de la gestion, de l'optimisation, de la gestion de bâtiments, parce que souvent aussi je m'occupais de tout ce qui était patrimoine immobilier, donc on pouvait gérer des sociétés avec 600, 700 agences
en France, des problématiques d'optimisation, de regroupement d'agences, de fermeture d'agences, etc. Et puis de travaux aussi, de travaux plus ou moins importants, que ce soit dans des grandes tours ou dans des structures beaucoup plus petites. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a un petit peu appris à compter et puis surtout à essayer d'optimiser l'argent, soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et c'est vrai qu'en tant que contribuable, des raisons aussi qui m'ont donné envie de venir rejoindre cette liste, c'est que depuis quelques années où je vis à Pornic, je me rends compte effectivement que l'argent public n'est pas toujours très bien géré. C'est vrai que quand on est dans le secteur privé, on se dit mince, si c'était moi, j'essaierais de faire différemment. On voit qu'on a le sentiment que, voilà, comme c'est de l'argent public, on est peut-être moins enclin à regarder, à essayer de gérer ça au cordeau, quoi. Donc voilà, la motivation première, elle est là. Et donc, quand on a commencé à réfléchir au programme, quand on s'est mis d'accord sur le type d'équipement qu'il fallait pour la ville, ce qu'on a regardé en premier, c'est déjà ce qu'on dépense aujourd'hui. Pour ne pas avoir quelque chose de complètement différent, fondamentalement, de ce qui existe. Et quand on regarde, j'ai envie de dire, le rythme d'investissement de la ville de Pornic, c'est de l'ordre de, à peu près, dans des solutions nouvelles, dans des moyens nouveaux, c'est de l'ordre de 4 millions d'euros par an. Donc on n'est pas sur des... Dans l'investissement nouveau. Voilà. Il y a le budget d'investissement global, c'est à peu près 7,5 millions. Voilà, 7 En millions. fonctionnement, il y a 25 millions en 7 et 22 millions. Mais voilà, le budget d'investissement, comme tu l'as dit... Voilà, donc les nouveaux équipements, c'est le rythme d'investissement, c'est à peu près 4 millions. 4 millions sur un exercice de 6 ans, ça fait 24 millions d'euros, à peu près 25 millions. C'est à peu près ce qu'investit Pornic. Et nous, tous les équipements qu'on a proposés, et alors bon, c'est pas encore, c'est pas rien décidé, bien évidemment, mais tout ce qu'on propose dans notre programme, c'est à peu près ce montant-là. C'est-à-dire que, bon an, mal an, c'est à peu près un rythme d'investissement de 4 millions d'euros, et à la fin, vous avez le programme qu'on propose. Donc il n'y a rien qui soit extraordinaire en termes d'endettement, en termes de risque, d'augmentation d'impôts, comme j'ai pu le dire. C'est exactement ce que faisait l'équipe précédente. Ce n'est pas les mêmes équipements, ce n'est pas les mêmes projets, ce n'est pas la même approche. Certains équipements, par exemple, vont générer des recettes. Moi, je pense qu'il y a certains... qu'un parking, par exemple, si on fait un parking sécurisé avec 300 places, je pense que voilà, des gens peuvent tout à fait comprendre avec des tarifs qui soient raisonnables, et que ce soit des investissements qui aient aussi des recettes en face, et que par conséquent, on puisse prévoir des événements, des gens qui vont les utiliser, que ce soit ponctuellement quand ils sont de passage, avec des tarifs qui soient raisonnables, bien évidemment, ou dans le cadre d'abonnement pour les utilisateurs qui le feraient à l'année, etc. Donc on a prévu ça, on a prévu des recettes, on a prévu des recettes aussi en matière de transport, on va augmenter le nombre de navettes, la fréquence, etc. Tout ça ne se fait pas, que c'est pas que de l'invalide, rassurez-vous, on a bien à l'esprit qu'effectivement, à partir du moment où on apporte des services, les services ont aussi une valeur, et que les gens, à partir du moment où le service est de qualité, ils sont prêts aussi à assumer une partie du coût financier de ce service. Donc un budget qui est pas dans le tout est gratuit, c'est pas ma mentalité, c'est pas celle non plus de la liste de Pornic pour l'avenir. On est convaincu qu'il y a des choses qui peuvent aussi générer des recettes. Donc voilà, d'un point de vue purement économique, ce qu'on propose est parfaitement fondé et parfaitement en ligne avec les montants qui étaient investis les années précédentes, avec les niveaux de remboursement, enfin de prêts, d'emprunts que pouvait faire la commune. On est exactement sur le même modèle d'un point de vue économique. Donc il n'y a pas à vous inquiéter particulièrement, c'est des investissements différents, c'est une approche qui peut être différente. Donc, voilà, moi j'ai tendance à considérer par exemple que certains investissements qu'on fait aujourd'hui, quand on est en train au niveau de la gare, de refaire toute la route qui descend, et le soutènement de la route qui mène à la sortie de Pornic, c'est des montants d'investissement qui sont là, je crois, de 2,5 millions. Il le faut en urgence pour 2 500 000 euros. Donc ça représentait à peu près un tiers du projet qu'on a. On a demandé que l'investissement soit différé justement pour l'intérêt global. Ça n'a pas été... Voilà, c'est dommage, c'est de l'argent mal dépensé parce qu'on aurait pu utiliser ces montants-là, enfin différer cet investissement de 2,5 millions et à l'occasion de la construction du parking, faire ce soutènement. Voilà, c'est typiquement, à mon avis, c'est la même chose pour les quais. On pense qu'au niveau de la qualité du travail qui a été effectué sur le quai Herminier et le quai Meuret,
Mais malgré tout, on a des risques comme le risque de submersion qui ne sont absolument pas traités par ces travaux. Donc c'est dommage d'aller mettre 2,5 millions sur les travaux, avec des enrobés qui sont en plus ultra fragiles. Quand vous regardez, bon, il n'y a pas pas très nombreux à Sainte-Marie, quand vous regardez les enrobés clairs qui ont été mis à Sainte-Marie, ils sont déjà dégradés alors qu'ils ont 8 ou 9 ans. Il va falloir les refaire. Donc effectivement, on comprend, on prend des enrobés de couleur claire parce que en termes d'absorption de la chaleur, c'est plus satisfaisant, mais c'est des enrobés qui sont pour cent plus chers et qui à la fin se dégradent beaucoup plus rapidement que des enrobés plus traditionnels. Donc je pense que dans nos approches, il y a toute cette, j'ai envie de dire, cette vigilance à avoir pour essayer de dépenser l'argent de manière plus pertinente, plus efficiente, en tenant compte notamment de phénomènes tels que celui-là, et peut-être en étant un peu moins focalisé sur la carte postale et en essayant de réfléchir à des usages qui concernent tous les portiquets, quels qu'ils soient, dans les centres-bourgs comme dans les campagnes, parce qu'on a quand même une commune qui est extrêmement vaste, et donc en priorisant peut-être moins la carte postale, au profit plutôt des services, des usages, au profit également des équipements. Voilà, c'est bien de grandir, c'est bien d'avoir de plus en plus d'habitants, mais il y a ce sujet quand même fondamental d'avoir des équipements qui suivent. Voilà, quand on a comme ça une croissance aussi forte comme celle qu'on a eue ces dernières années, on est aussi attaché à ce que derrière des investissements soient concrets, soient réalisés. Et à titre d'exemple, je vais vous donner moi mon point de vue sur la bonne gestion de la ville. Quand j'entends depuis des années que la ville est très bien gérée. Alors oui, elle est bien gérée parce que l'endettement reste très raisonnable. Mais bon, si vous prenez un petit peu de recul et que vous regardez la croissance qu'on a enregistrée ces dernières années, ce qu'on remarque, c'est que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'investit pas suffisamment sur nos réseaux d'assainissement. Et donc, dire que c'est bien géré, là c'est facile, parce qu'effectivement, quand vous regardez strictement la question de la ville, qui n'a pas la compétence de l'assainissement, effectivement, certes c'est bien géré. Mais si vous regardez en réalité ce qu'il en est, ça n'a pas été très bien géré, parce que pendant plusieurs dizaines d'années, au lieu de renouveler les réseaux comme on aurait dû le faire à hauteur de minima 2% pour avoir à peu près des réseaux qui soient en bon état, on a renouvelé à peu près 0,5% des réseaux chaque année. 4 fois moins, effectivement ça ne se voit pas. C'est indolore, c'est comme quelqu'un qui décide de ne pas changer ses cuits quand elle commence à être heureuse. Il y a un moment, vous payez. Et quand vous payez, là, c'est très cher. Et on est un peu dans cette situation-là. On a focalisé l'investissement sur la carte postale, un peu trop à mon goût, et on a un peu moins regardé ce qui coûte cher, des armoires électriques, mais qui est bon que les tourniquets au quotidien, vous ne comprenez pas trop pourquoi les lampadaires fonctionnent tous en même temps. Ça reste vivable. C'est clair. Si vous avez des fuites d'eau dans vos réseaux, c'est pareil, ça reste vivable, c'est pas visible. Pour moi, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, je pense qu'on n'a pas été si bien géré qu'on le prétend aujourd'hui. Merci beaucoup, Hélène. Ce qu'il faut se dire, et je le sais parce que je suis élu de l'agglomération, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais les compétences les plus importantes, financièrement les plus coûteuses, les plus lourdes, comme l'enlèvement des ordures ménagères, l'assainissement, là, ça a été transféré. Et là, on est sur des budgets, pour le coup, le budget assainissement, c'est un plan d'urgence de 190 millions quand même, pour un plan d'anticipation, sur 10 ans avec un emprunt de 100 millions d'euros. Le budget, on passe à 11 ans de désendettement, et la bonne santé financière de la ville de Pornic cache justement, j'ai envie de dire, des alarmes à avoir et qui vont venir de plus en plus, parce que le réseau maire, Bruno, tu m'arrêtes, mais moi je ne dis pas 170, c'est 120 à 150 km à la côte qui est complètement peureux, c'est 1 million d'euros de kilomètre. Donc de toute façon, là, même en ayant multiplié par 2, en passant à 1%, parce qu'on ne peut pas perdre plus financièrement, on est encore sur une fuite en avant. Et puis c'est quand même le comble de se dire, Bruno, on en parlait, dans les 190 millions, vous avez 20 millions d'euros, un peu moins, 19,5 millions pour la station d'épuration de Pornic. Le comble de l'histoire, c'est que les ostréiculteurs, c'est ce qui a été le déclencheur, les surverses, le norovirus. Pourtant, et dans le rapport d'enquête, on le sait, c'est des volumes de...
on va dire, des volumes d'eau qui étaient déjà présents en 2015, en 2016, donc on le savait, c'est pas que de 2023. On nous a dit que c'était de 2023, et c'est pas dû qu'à la pluviométrie, c'est dû à l'état des réseaux, c'est aussi dû effectivement à une démographie, et si l'usure se fait à la côte aussi, c'est parce que c'est là que les infrastructures sont les plus mobilisées. Mais le comble de l'histoire, c'est qu'on n'a plus les moyens d'activer l'option pour traiter le norovirus. C'était une option à 1 million d'euros, je crois, TTC. Et ben elle n'a pas été prise. Donc en fait, le comble de l'histoire, c'est qu'on a redimensionné, c'est très bien, mais on ne s'est pas donné les moyens d'activer cette option pour traiter le norovirus. Voilà, c'est juste un petit exemple justement pour rebasculer, où effectivement, à la ville, on a des recettes exceptionnelles. Je prends les produits du jeu du casino, vous ne le savez peut-être pas, c'est 2 200 000 euros cette année, c'est 10% du budget de fonctionnement, ça grossit en permanence, on a des recettes exceptionnelles, donc il y a des capacités d'investissement en autofinancement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et c'est pour ça, et on le dit, nous aussi, on nous dit, mais alors votre programme n'est pas tenable, là, on vous a expliqué comment on le pensait, et on nous dit aussi que vous annoncez de baisser les impôts avec autant d'investissement. Ce qu'on annonce, nous, sur la baisse d'un taux, la baisse de l'impôt foncier, c'est une mesure qui... c'est de futures recettes, en fait, on ne se coupe pas de recettes existantes. Parce qu'il faut savoir, c'est que vos valeurs locatives, elles augmentent chaque année. Entre 2020 et 2026, l'impôt foncier a augmenté de 34%, il y a 17% dû à l'inflation et 17% dû à l'explosion des valeurs locatives. Voilà. Et bien nous, on a la possibilité de baisser les taux pour essayer d'amortir un peu le choc et puis de se limiter à l'inflation. Ça, c'est une mesure, c'est pas se couper de recettes existantes, c'est se couper de futures surimpositions, justement. Pornic est surimposé à peu près de 5% par rapport aux villes de même taille. Donc ça, pour nous, c'est aussi des mesures de justice et puis d'équité. Se dire, c'est bien beau, déjà, c'est compliqué d'accéder à la propriété, mais ensuite, il va falloir se maintenir. Il faut se maintenir, il faut pouvoir payer l'impôt. Bah, les ordures ménagères, vous savez que c'est indexé sur vos valeurs locatives aussi. Donc, que vous soyez 2 ou 5 ou 6 dans le foyer, de toute façon, ça sera la même chose. Vous savez qu'ils ont fait une rupture d'égalité avec 2 zones, avec un ramassage, voilà, divisé par 2 au-delà de la route bleue. J'ai été le seul à m'opposer à ça. J'ai fait un recours, ça fait des années que je suis dessus, pour un point de compensation, 7%. Donc c'est pareil, là on a une vision à se dire, bah, on a gardé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, plutôt que la redevance incitative où vous payez à la levée, où vous faites des efforts. À Sainte-Pazanne, ils l'avaient fait, ils avaient amélioré de 30% le tonnage par an par habitant. Et ben non, Pornic a tout emporté. On a dû harmoniser le système, Pornic a tout emporté parce qu'on a un fonctionnement très producteur au niveau du tourisme avec des gros producteurs de déchets. Et puis on s'est dit par contre, comme on a besoin de faire des économies sur le coût de service, ceux qui sont au-delà de la route bleue, on va leur couper en 2 le service et puis mettre une compensation de 7%. Voilà. C'est pour vous montrer effectivement qu'à l'agglomération, il y a de plus en plus d'inéquités qui arrivent. Je pense aussi au transport scolaire, qui est complètement déficitaire, 1 600 000 euros, parce qu'on a un territoire à couvrir qui va de Port-Saint-Père de Nantes, en fait, quasiment jusqu'à la côte. Le service se dégrade. Et le service se dégrade aussi pourquoi ? Parce qu'on a une population vieillissante. Et donc sur des services comme ça, on perd en usagers. L'école des Sablons, elle est en sursis. Il y a une fermeture de classe qui a été évitée. Elle est en sursis. Donc cette vision de développer les usages, les fonctions à l'année, aussi d'essayer de rajeunir les territoires par du logement, et par du logement aussi c'est possible. Pourquoi ? Parce que sur les 100 premiers jours, on nous dit toujours, nous ça fait 6 ans qu'on nous dit, mais de toute façon, c'est la loi de marché, on n'y peut rien, c'est l'offre et la demande, on ne pourra rien faire. Pour prioriser le logement à l'année, il existe quand même des solutions. Il y a cette loi Le Meur qui est un dispositif qui a 1 an. Elle permet dans des secteurs, dans les constructions nouvelles, de prioriser le logement à l'année. Autrement dire, pas de nouvelles constructions de résidences secondaires. Et ça, c'est un outil législatif dont on peut se saisir. Jean-Michel Brun a voté, et Clairul ne veut pas se prononcer dessus. Voilà, ça c'est des mesures simples et assez efficaces. Je reprends un petit peu d'eau, vous m'excusez. Désolé. Cette loi Le Meur, elle permet aussi de maîtriser le logement touristique. Et vous le savez, il y a 1300 Airbnb à Pornic, donc il n'y a pas de sujet. Les propriétaires ont tout à fait le droit d'avoir des revenus complémentaires, c'est vraiment pas un sujet. Mais par contre, vous avez des investissements dans la ville haute, surtout. On est à 25% de logements en meublé touristique. Des investissements qui ne font que ça, dans des pans entiers d'immeubles. La loi Le Meur a permis de dire, moi je vais limiter à 1 unité de propriété, à 2 unités de propriété. Au Sable d'Olonne, à Saint-Malo, Cancale, Bayonne, ils l'ont fait. Et peu encore d'ailleurs la sensibilité politique, ça c'est juste du bon sens. Il y a de l'urgence, on a une ville qui se développe, on a des personnes qui travaillent, des jeunes qui habitent à 40 km, on a des saisonniers qui passent 4-6 mois sous leur tente des fois, ou au camping, c'est pareil.
On peut prendre le taureau par les cornes, il y a des parcelles qui ont été repérées au titre du PLU. On peut faire de l'habitat léger aussi pour des saisonniers. Il y a beaucoup de solutions comme ça à mobiliser. Mais il faut y aller, il faut avoir la volonté. Et cette volonté, il faut l'avoir aussi, non pas que pour les investissements, il faut l'avoir aussi pour les économies. Je vous prends un exemple. Le débat de Ouest-France, j'étais assez choqué. On parlait des marchés publics parce que c'est une piste d'économie de remettre ça à plat. À Pornic, il y a quand même des habitudes qui ont été prises. Nous, en tant qu'élus d'opposition, les gens ne le savent pas, ils sont souvent choqués. Mais la commission d'appel d'offres, on va nous passer des marchés un peu dérisoires, comme le marché des sacs à crottes qui a beaucoup fait parler. Mais par contre, les gros marchés de travaux, eh bien la maire et l'ancien maire se font voter, et c'est légal, mais c'est pas très transparent, se font voter en début de mandature, se font voter des délégations du conseil municipal au maire. Et ces délégations, elles leur permettent d'agir sur des lignes de trésorerie de 3 500 000 € pour les travaux. Donc autrement dit, vous avez des appels d'offres, mais ça passe pas en commission d'appel d'offres. Donc moi, les travaux 3,5 millions, on est pile au niveau là, de la caserne des Champs-Francs, et ben moi je les ai pas vus en commission d'appel d'offres. Je les ai pas vus en commission d'appel d'offres. Le passage du Rocher, j'ai pas vu non plus en commission d'appel d'offres. Le mall, je l'ai pas vu en commission d'appel d'offres. Rien de tout ça, moi, en fait. Donc le gros du gros, finalement, si vous voulez, ça passe sur délégation du maire. Et ce qui était choquant, quand j'ai écouté Claire Hugues, c'est qu'elle a dit, mais de toute façon, les marchés publics, c'est comme ça en France. Le marché public, c'est toujours plus coûteux qu'un marché privé. Donc, pour même prestation, voilà, c'est une habitude. Voilà, un marché public, on paye plus cher et on le sait. Et c'est comme ça. Elle a aussi dit qu'il ne prenait pas forcément en mieux disant parce qu'il fallait aller vers de la qualité. Soit ça peut s'entendre. Mais par contre, la vieille habitude de se dire, de toute façon, c'est un marché public, que ça soit 20 ou 30% plus cher que sur du privé, ça, c'est fini. Il faut arrêter ça. Et pour ça, mais il faut aussi mettre en transparence. Donc il faut venir vraiment questionner les marchés, pas qu'avec les services juridiques. Il faut les triturer avec les élus, et avec les élus d'opposition, notamment. Il n'y a que comme ça, en fait, on perd ces vieilles habitudes, finalement. Donc ça c'est important, c'est de la méthode. C'est de la méthode. Je reviens aux 100 premiers jours, parce qu'on n'en a pas parlé, mais finalement, c'est ce qui fait notre ADN et notre marque de fabrique. Avant de lancer des grands projets, avant de rédiger des documents cadres, des documents pilotes qui nous manquent, plan d'entretien triennal de la voirie et des réseaux, pareil, c'est des noms toujours un peu longs et alambiqués. C'est un document cadre qui existe dans toute collectivité, même des petites collectivités. À Pornic, on le demande, on l'a vu en 2020, on ne le met pas en place. À Pornic, en commission de travaux, et on en a 2-3 l'année des commissions de travaux. Je retourne vers Serge qui siège pour nous dans la commission de travaux. On nous dit, non, comme au conseil municipal, en fait, on attend l'hiver, on laisse passer la pluie, et puis en juin, on fait le point, et puis là, on se dit, voilà, on va aller entretenir, on va refaire telle ou telle voirie. Mais finalement, vous avez des investissements qui sont un petit peu au coup par coup, sans vision globale, et surtout, c'est le pire, c'est que vous avez en fait de l'incompréhension, et même pire, un sentiment d'injustice et de la frustration, parce que les gens ne sont pas au courant, voilà. Ils disent, pourquoi on a rénové la corniche de Courmalon, et puis pourquoi moi, ma rue à la Bérochère, étant bien en pire état, pourquoi elle n'a pas été faite. Et ces documents cadres-là, il faut s'obliger à les faire, il faut s'obliger à vous les donner en information, mais il faut surtout s'obliger à mesurer les besoins avec vous avant. Et ça passe par des conseils de secteur. Donc, dans notre programme et dans les 100 premiers jours, ça sera la première mesure, c'est de convoquer les 4 conseils de secteur. Donc les 4 conseils de secteur qui sont en mairie annexe de Sainte-Marie pour Sainte-Marie, mairie annexe du Clion, à la Bérochère pour Pornic Est et Pornic Sud, et en mairie centrale pour Pornic Centre. Mais en plus de ça, il ne faut pas rester que sur les conseils. On aura des binômes d'élus avec un adjoint et un conseiller délégué qui seront sur les secteurs pour être votre point d'entrée quotidien aussi, avec les permanences. Parce que ça, c'est ce qui ressort beaucoup en porte-à-porte. On a un sentiment d'injustice sur les investissements, mais en plus on ne voit jamais les élus. On les voit jamais. Déclare. Quand on est élu, c'est pas le lendemain de l'élection, ça s'arrête pas, je veux dire. Ça nous engage. On est engagé devant vous là. Cette campagne, nous, on rencontre de plus en plus de monde. Là, avec vous ce soir, on est sur les 10 réunions publiques, on a 1500 personnes rencontrées. Moi, 1500 personnes, là, vous me regardez, ça m'impressionne un peu. Après avoir fait là, tout mon blabla et bu beaucoup d'eau, si je ne vous revois pas le lendemain un conseil de secteur, ça va pas durer longtemps. Je veux dire, au bout d'une semaine, je vais avoir des insultes sous ma fenêtre, et puis vous aurez bien raison. Donc voilà, ça c'est les 100 premiers jours. C'est commencer par ces conseils de secteur. Et on peut y associer des associations sur des thématiques, sur du commerce,
avant les grands projets structurants. On y parle aussi de la matière courante, de l'entretien. Alors c'est pas... On n'ira pas jusqu'à vous donner le pouvoir de voter parce que ça sera impossible après, ça c'est sûr. Mais par contre, avant de décider des grandes orientations budgétaires, il faut couvrir les besoins. Et puis ensuite, quand on les décide, il faut vous donner une vue sur la feuille de route, vous dire, bah voilà, en termes de réalisation, on en est là. Pourquoi on a pris des retards ici? Pourquoi finalement ce chantier-là, bah, il est devenu plus urgent? Parce qu'il s'est passé quelque chose, justement, en termes météorologiques, il y a eu quelque chose, et ça arrive. Il y a bien sûr des impondérables, il y a bien sûr des choses qu'on découvre, comme dans tout entretien ou dans toute rénovation. Mais ces conseils de secteur-là, ils servent à vous remettre au cœur des décisions locales, mais ils servent aussi à vous donner de l'information et de la transparence qu'on a manqué, nous, déjà, en tant qu'élus. Voilà, et qu'on va essayer de vous donner, ça va être une vraie courroie de transmission. Et pour le coup, on va y mettre les moyens, avec les élus. Excusez-moi, je revois. Il faudra aussi, je pense, un gros budget haut dans les conseils de secteur. Sur ces 100 premiers jours, je vous parlais de la loi Lenoir, des conseils de secteur, sortir des labels justement qui nous enferment. Petite ville de demain, il faut en sortir. Normalement, ça s'arrête en 2026. Mais comme ils ont réalisé à peine 14 actions sur les 31 prévues, ils ont dit on va proroger d'1 an parce qu'il faut aussi aller toucher les subventions, aller au bout du chantier du môle, pour toucher les 300 000 €. Mais nous, on se dit non, on n'a pas besoin de ces subventions. Ce dont on a besoin, c'est de se libérer de cette tutelle des architectes des bâtiments de France. Pourquoi? Parce que je le réexplique, mais la place du môle, nous, avant la première fausse concertation était retoquée, en 2022, on savait déjà quel était le plan, c'était ficelé. Parce que quand ils se sont engagés dans Petite Ville de demain, justement, et dans le site patrimonial remarquable, et ben ces décisions-là, de libérer la voiture dans les cônes de vue, c'est les cônes de vue du château, elle était déjà prise. Et la suppression de 289 places, donc normalement c'était toutes celles du môle, ils en laissaient 15 sur les 65 du Caler Minier, mais il nous parlait aussi de la terrasse. Jean-Michel Brard l'a dit dans les articles, que la voiture sur la place de la terrasse était cannibalisée. C'est vrai que c'est pas joli, enlever au moins peut-être celle devant le château, mais si vous enlevez le parking de la terrasse, comment ils vont faire? Moi je suis en conflit d'intérêt parce que j'habite en face de la mairie, on n'a pas de garage. Comment une famille peut s'installer, ou même comment des personnes âgées peuvent continuer à accéder à leur domicile? C'est le meilleur moyen de continuer à faire une voie radiale pour des foncières d'investissement ou des Airbnb. C'est le meilleur moyen de venir dévitaliser le centre-ville. Et j'ai envie de dire, le comble de tout ça, c'est que Petite Ville de demain, les deux objectifs, c'est de revenir mettre de l'habitat à l'année et de la vitalité commerciale. C'est de revitaliser les centres-bourgs. Et en fait, ils l'ont pris par la lorgnette du patrimoine. Comme je dis, je le répète souvent, vous devez en avoir marre. Ils l'ont mis en haut de la pile. Donc on a mis les contraintes, les prescriptions sur le patrimoine. Et puis après, face au projet, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était un tollé parce que les gens disent attendez, mais les accès, la mobilité, et moi, l'impact sur mon commerce, et la submersion. Il y a 200 bâtis qui sont concernés au niveau du môle et de la rue du Canal, du Vieux-Port et de la rue du Canal. Mais ça, on n'y a pas pensé. Donc on a voulu faire du beau, on a voulu faire du paraître, et puis après on s'est dit, mince, on est en train de foutre tout en l'air sur le côté pratique et sur les fonctions vitales et l'usage au quotidien. Et donc des projets comme ça, il ne faut pas les voir par la lorgnette du tourisme ou du patrimoine, il ne faut pas se dire on va faire beau. Avant de vouloir faire beau, il faut se dire on va faire pratique. On va faire pour faire vivre les 10 autres mois de l'année. C'est ça qui est important. Et pour ça, il faut sortir de ces programmes-là. Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine aussi est chevillé à notre PLU. On s'est battu pour essayer de faire baisser les prescriptions. C'est pareil, en fait, c'est contre-productif. Parce que l'objectif, c'était de venir revaloriser le patrimoine. Et en fait, les prescriptions sont tellement fortes. Donc vous devez mettre des menuiseries extérieures en bois dans le SPR. Mais à la fois en façade, sur la rue, à la limite, on disait pourquoi pas, ça coûte 4 fois plus cher. On a dit mais pourquoi on pourrait peut-être pas mettre des belles menuiseries en aluminium, en aluminium côté jardin où ça se voit pas. Et on nous a dit non, c'est pas comme ça, les bâtiments de France refusent. Et résultat, vous avez beaucoup de personnes qui voulaient engager leur projet de rénovation et qui ne le feront surtout pas. Ils ne le feront pas. Parce que c'est infaisable, c'est un parcours du combattant et ça coûte très cher. Et donc, c'est tout cet empilement-là de normes et de poids supplémentaires qu'il ne faut surtout pas venir mettre. Effectivement, on parlait qu'il y a un licence superbe, la ville haute, on peut faire quelque chose de très bien. Le bourg du Clion aussi, ça aurait un super cachet. Mais avant de se dire, comme ils disent depuis 30 ans, je vais réaménager le bourg du Clion, en fait, il faut faire la déviation. Ça, c'est le préalable. On libère le bourg des camions, c'est très dangereux pour accéder à l'école, c'est très dangereux pour passer
du Fournier mais au tabac, et vous avez des maisons qu'on ne peut plus se fissurer. On se dit, bah voilà, on l'a pensé, avec Bono, c'est pas contractuel ce qu'on vous dit, mais c'est un itinéraire de 2,4 km, ça a été chiffré à 2,5 millions d'euros, mais ça c'est le préalable à tout aménagement du bourg du Clion, à tout aménagement. Ensuite, on devra faire des études, parce qu'on a dit arrêter le recours abusif au cabinet d'études. Il y a quand même, vous avez la matière, vous avez la connaissance de votre terrain dans les conseils de secteur. Par contre, après la technique, effectivement, mais une fois qu'on a pris le pouls, la température et la matière auprès de vous, là, on peut aller voir des cabinets d'études, c'est sûr. Mais ce qu'on prévoit, nous, pour le bourg du Clion, ce qu'on prévoit pour le parking de la Vérochère, on nous l'a dit, et ce qu'on prévoit aussi pour Sainte-Marie, bah, c'est sur le modèle de la Bernerie, un peu plus petit parce qu'elle est grande, c'est de venir faire des halles multi-usages. Vous pouvez venir mettre justement des marchés. Il y a une demande d'un poissonnier, les poissonniers pêcheurs là, qui sont à la poissonnerie du Môle justement, ils doivent mettre en vente parce qu'ils peuvent, ils tiennent plus financièrement là-bas. Donc qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des points de vente. Le marché de la Bièreauchère, ça leur convient très bien. Le Clion, ils aimeraient bien pouvoir avoir une petite autorisation en attendant d'avoir des halles pour venir au Clion vendre leurs poissons. Mais c'est ça qu'il faut accompagner en fait, si vous voulez. Et des halles, c'est des investissements sur les superficies qu'on a vues, c'est des équipements entre 250 et 300 000 euros. Mais en plus des marchés, vous y faites quoi? Vous pouvez y faire des bourses d'échange, des brocantes. Quand il pleut, les gens peuvent se retrouver en dessous. Les halles de Pornic, des concerts, oui. Les halles de Pornic, moi je les vois, les gens, quand ils vont à la faïencerie puis qu'il pleut des cordes, tout le monde est en train de raser les murs, il n'y a aucun endroit pour se mettre à l'abri. Aucun. Voilà, ça c'est des investissements pratiques et pas très coûteux et qui répondent à des besoins. Et à Saint-Père, ils l'ont fait même plus intelligemment encore, c'est-à-dire que sous les halles, vous pouvez vous stationner quand il n'y a pas d'événement. Voilà, parce que par exemple, sur le bourg de Sainte-Marie, c'est très serré. Donc il ne faudrait pas venir déstabiliser en mettant une halle aussi grande qu'à la Bernerie et puis en disant, je retire 20-30 places de stationnement. Voilà, c'est pas possible, c'est sûr. Mais ces choses-là, il faudra d'abord les concerter, ensuite les appuyer par des études précises, pointues. Il n'y a pas de cabinet d'études qui viennent de 300 km ou plus, pas les mêmes que Petite Ville de demain qui vous comptent les mêmes études sur la côte d'Azur ici. Non mais vraiment, avec des études qui soient calibrées et sur mesure. Mais le sur mesure, nous quand on amène les besoins au cabinet d'études, le sur mesure il est fait avec vous. C'est ça qui est important. Je vais revenir sur d'autres mesures très importantes aussi. La jeunesse. Je vous dis effectivement, on a l'air d'accepter de se dire de toute façon c'est un territoire vieillissant, c'est comme ça. À un moment donné, si on veut aussi attirer les jeunes familles qui ont ou qui auront des jeunes enfants, il faut aussi avoir une offre, justement, une offre de loisirs, une offre de divertissement, une offre culturelle qui donne envie. Là, je fais le parallèle avec les médecins. Pareil, Claire-Hugues, parce qu'elle a passé sa campagne à faire des vrais ou faux. Et à dire, en fait, elle a passé sa campagne à critiquer notre programme. À dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on a enfin eu le courrier de la SNCF pour, qui était destiné à Jean-Michel Brard, qui n'était pas de la main de Jean Castex du tout. Bon, voilà, il y a eu beaucoup de versions. Et ce courrier de la SNCF, en fait, il est très rassurant, parce que comme on le pensait, comme ils avaient eu le projet en 2011, parce que la majorité en 2011 avait parlé aussi, mais il y avait une étude de fait, pareil, une étude de fait, après on n'en fait rien, vous ne saviez même pas, une étude de fait pour un parking si haut de 400 places. Ils allaient juste à parler, en 2009, de vouloir ramener le TGV à Pornic, donc c'était vraiment... c'était grandiloquent, c'était la folie des grandeurs. Et puis là, il passe de la folie des grandeurs, nous on arrive avec un projet qui est adapté, qui permet de délester la voiture en centre-ville, à l'entrée de ville, parce que pour nous, la gare c'est une entrée de ville, qui permet de mutualiser les moyens de transport, de valoriser un peu les usages, parce que là, il y a beaucoup de stationnements bleus, peu de blancs. Vous voulez partir, je sais pas, en train une semaine? En fait, vous êtes obligé de vous faire déposer à la gare. Vous ne pouvez pas, comme à Saint-Nazaire ou comme à Nantes, prendre un ticket. On nous a dit, mais non, mais c'est pas faisable. C'est pas faisable parce que si vous rendez le parking payant là, vous êtes obligé de le mettre dans tout le centre-ville. Parce que le gestionnaire, mais nous, le mode de gestion, on ne l'a pas encore défini, parce que le gestionnaire n'acceptera pas. C'est faux. C'est faux, c'est pas le même service. Votre voiture, elle est sécurisée, vous la laissez à couvert, vous pouvez la laisser une semaine. Voilà. Et ça, on sait que c'est faisable. On a pris attache avec la SNCF. Le courrier qu'on a vu d'ailleurs, Philippe, tu l'as vu aussi, Philippe Deveille, est très rassurant en fait. Ce qui est très ouvert. La SNCF, juste, n'est pas vendeuse de sa parcelle. La parcelle sur laquelle il y a déjà du parking, elle n'est pas vendeuse. Mais elle n'est pas contre le fait, et elle le dit, est ouvert à toute discussion pour continuer à valoriser les usages sur ce stationnement. Donc en fait, le courrier qu'ils ont sorti il y a 2 jours,
et qu'ils agitent depuis le début de la campagne, il va complètement dans notre sens. Pour le pôle santé, il y a urgence aussi, effectivement. À Pornic, pourtant on est dans la moyenne, normalement c'est à peu près un médecin pour 1000 habitants, il y a 21 médecins, mais la population étant vieillissante, a beaucoup et plus besoin de soins. Et puis on est aussi en tension parce qu'il y a les communes limitrophes qui perdent des médecins et puis qui viennent aussi sur Pornic. Mais on nous dit une collectivité locale, c'est pas de sa compétence, c'est de la compétence de la région. Madame Huc qui est du régional, bon, c'est de la compétence de la région. Dans une collectivité locale, à Saint-Viau, ils ont fait une maison de la santé. À Saint-Nazaire, ils sont en train d'en faire une. Voilà. Il y en a certains qui en ont fait, mais qui ont peine à remplir, qui ont peine à attirer les médecins. Et parce que pour ça, c'est bon. C'est comme n'importe quel projet. Avant de lancer un projet et de dire je décide d'un investissement, il faut déjà, j'ai pas envie de dire prouver le concept, mais il faut déjà avoir les intentions d'occupation du projet. Et nous, on a rencontré avec Alexandre Appert, qui est commerçant menuisier agenceur en centre-ville, et qui est dans des associations de commerçants. On a rencontré, je ne les citerai pas, j'en vois un peu de l'eau, une pharmacien. Important de boire de l'eau. On a rencontré des pharmaciens du centre-ville. Et elles nous ont dit, mais nous, on a un projet de se regrouper, soit au sein d'une maison de la santé ou d'un pôle santé. On est 22, elle a dit on est 22 dans le cabinet de la Tourte, 2 pharmacies du centre-ville. Mais elle a dit mais on est obligé d'y aller, parce que là avec ce qui se passe sur le stationnement, sans possibilité de nous aussi de nous agrandir, eh ben, on ne peut plus résister face à d'autres pharmacies qui ont dans la zone ouest, pour le coup il y en a une qui a beaucoup plus de place, beaucoup plus de stationnement illimité. Et elles nous ont dit mais nous si c'est comme ça, et on ne parle pas d'une boulangerie, si c'est comme ça, dans 5 à 6 ans, on n'a plus qu'à fermer une pharmacie. Et elles nous ont dit on est 22, et on demande du foncier. On demande du foncier. Mais elles ne sont pas accompagnées pour ça. Le docteur Rat qui a fait sa maison de santé pluricyclière, vous voyez, il y a une grue là, en face de la table du curé qui est vide maintenant. Il y a une grue. Et bien, il a mis 4 ans à obtenir son autorisation. Enfin, ils ont mis 4 ans, parce qu'ils sont nombreux professionnels. Mais c'est pareil. On ne dit pas qu'il doit y avoir un 2 poids 2 mesures par rapport à un permis de construire pour particulier, mais là on est quand même sur des projets d'utilité publique, de santé. On doit tout faire pour accélérer les obtentions de ces demandes-là. On doit tout faire pour ça, tout faire. Donc pour le pôle santé, effectivement, on a 22 professionnels qui sont prêts à se regrouper. Et donc la ville doit faciliter le projet, doit chercher le foncier, doit aider. Et on a repéré certaines unités foncières. Elles veulent rester en centre-ville. Voilà. Mais pareil, il faut que ça soit sur des sites adaptés. Pour regarder le cabinet de la Tourte, là, vous avez le transport scolaire, ils nous ont refait un plan de circulation de génie parce que tout revient vers le nœud de saturation au niveau du parking de la Tourte. Et puis là, on ne dit pas, il y a peut-être des besoins pour un lycée privé, mais c'est déjà complètement saturé. Et là, il y a le permis de construire qui a été autorisé pour le lycée privé. Avec 100 élèves la première année, on va monter graduellement sur 3 ans à 300 élèves. Mais sur un secteur qui est déjà tendu comme ça, c'est pareil en fait. Le projet, il y a eu le besoin, on y a répondu en vitesse, mais on ne s'est pas dit, un lycée privé, c'est un projet privé, pas de souci, il y a des besoins. Il va quand même y avoir des impacts aussi sur l'utilisation d'espaces publics. Et les conflits d'usage, ils sont déjà existants ici. Et là, on ne s'est pas dit qu'on allait aggraver les conflits d'usage. Voilà, c'est cette réflexion qu'on doit avoir au préalable de chaque projet, je dirais. Vous parlez de la jeunesse. Pareil, en débat, Madame Hugues m'a dit moi, monsieur Hubert, je suis maire, je ne suis pas DJ. Si c'est comme ça qu'elle considère le projet de pôle culturel et de pôle festif qu'on a proposé et que certaines villes ont fait, effectivement, et je lui ai rappelé, mais votre homologue Yannick Moreau, Madame Hugues, donc Yannick Moreau, qui était maire des Sables d'Olonne, lui en 2019, alors c'est tombé à l'eau parce qu'il y a eu le Covid, je vous l'accorde, en 2019, il avait déclaré la construction d'un site festif sur un site adapté, il avait déclaré d'utilité publique. Et il avait mis à disposition une parcelle, aux vanneries et l'infrastructure. Et il disait, ça permet à la ville quoi? Ça permet à la ville de garder la main sur le cahier des charges. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire une boîte de nuit, effectivement, les modèles économiques ne fonctionnent plus. Et puis, est-ce que c'est bien utile d'aller jusqu'à 7h du matin? C'est pas du tout ça le sujet. Mais le sujet, c'est de se dire, au contraire, on peut garder la main sur le cahier des charges, avoir un lieu qui puisse servir, faire des thés dansants pour d'autres générations en journée, qui puisse vivre avec des associations culturelles, de danse et de musique et des espaces d'expression en journée, et
Et puis le soir, en semaine, qui puisse être en gestion, il y a des associations à Pornic qui font ça déjà, Fric, Château Bleu. Et puis peut-être avoir un gestionnaire privé le week-end, justement. Mais toutes ces choses-là, une collectivité locale peut avoir la main dessus. Du foncier jusqu'au cahier des charges. Donc il ne faut pas écouter trop les vrais ou faux, je veux dire. Ce qu'il faut, c'est avoir les ambitions, c'est prendre beaucoup de moyens et d'énergie pour aller rencontrer les porteurs de projets, parce qu'ils sont prêts à le faire, et les associations sont prêtes à le faire pour un pôle culturel et festif, et les professionnels de la santé sont prêts à le faire pour un pôle de santé. Et puis c'est de se dire que tout est lié. Parce que Pornic, c'est la ville qui attire le plus sur Loire-Atlantique, mais on n'est pas capable d'attirer des médecins. Il y a un problème quand même, je pense. Mais pourquoi on n'est pas capable d'attirer des médecins aussi? C'est parce qu'on n'a pas de spécifique, parce qu'on n'a pas de pôle culturel, parce que la ville, voilà, on a le littoral, on a tout ça, mais après, et après on fait quoi? Les médecins, on fait des études dans des plus grandes villes, et puis qui vont avoir des enfants, ils ont aussi besoin d'avoir une ville qui soit vivante à l'année et attractive. Et ça, c'est important aussi pour attirer. Le logement, c'est une chose, mais c'est aussi important d'avoir cette vie à l'année. Parce que beaucoup font le choix en regardant, quelle est l'offre de crèche. Est-ce que la crèche, elle a tout piqué complètement vieillissante et qui prend l'eau, ça donne pas envie, ça donne plus envie d'y mettre ses enfants. Et c'est tous ces signaux-là qu'on est en train d'envoyer depuis des années, et on est en train de dévitaliser la ville à l'année, justement. Donc on a l'impression que Pornic est très dynamique et Pornic accueille beaucoup, et finalement on est en train de partir justement vers un modèle où à l'année ça se concentre sur les zones commerciales périphériques. Et puis dès qu'il n'y a plus ou moins de touristes, la ville, je peux vous dire, et la ville haute, elle sonne creux, quoi. On entend beaucoup les valises à roulettes, les Airbnb, voilà, mais sinon ça sonne un petit peu creux. Et donc c'est tout ça, donc c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. On ne vous dit pas qu'on a une baguette magique, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que Pornic a les moyens, que vous avez les moyens, parce que c'est vos moyens aussi. Mais pour ça, il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action et aller voir justement les publics concernés. J'ai dit beaucoup de choses, je pense. Et l'heure il est. Regardez. Tout le monde. Quand tout le monde regarde ça monte vite, ça veut vraiment dire que j'ai trop parlé. Dites-le ou vous emmerdez. Dites-le. Juste l'heure de passer aux questions. Et là, il va être l'heure de passer aux questions. Voilà.